Alors Claudia, il faut que tu m'expliques, il y a un truc, j'ai rien compris. Tu m'as parlé de Bitcoin, de gorilles, de chimpanzés, de parcs naturels, tout ça au Congo. Il faut que tu m'expliques, vraiment. Ouais, alors je t'explique. Donc au Congo, il y a un parc magnifique qui s'appelle le parc de Virunga. C'est le deuxième plus grand puits de carbone dans le monde entier, après la forêt amazonienne. Donc c'est une énorme forêt tropicale. Il faut savoir qu'en fait l'État congolais ne supporte pas financièrement le parc. Donc le parc, c'est une entreprise et il doit être financé comme une entreprise, il doit être autoporteur. Ce parc a un directeur qui est en fait un Belge, qui fait partie de la famille royale, qui s'appelle Emmanuel de Merode. Emmanuel de Merode, il est confronté à une réalité qui est, financière qui est vraiment difficile, puisqu'en fait, il y a eu une série de rébellions avec les soldats rebelles qui s'est fait à coups de machette et à coups d'enlèvement. Et puis évidemment, confinement oblige, crise Covid oblige. Les touristes, évidemment, n'y vont plus. Oui, parce qu'il y a eu une lutte de pouvoir donc, dans le parc pour prendre le contrôle de ce parc qui a des richesses naturelles fabuleuses, en fait, c'est ça? Exact, et puis beaucoup de braconnage à l'intérieur du parc, et donc, évidemment, beaucoup de gardiens qui doivent garder le bon fonctionnement du parc, mais aussi protéger les animaux. Et puis, il faut nourrir toutes ces familles qui travaillent dans le parc. Ah Emmanuel oui. de Merode, en fait, s'est posé la question et s'est dit, mais en fait, comment est-ce que je peux trouver du financement pour mon parc? Et il a rencontré Sébastien Gouspillou, avec qui nous avons fait un magnifique épisode sur le podcast NFT Business. Et donc, Sébastien Gouspillou lui a conseillé de miner du Bitcoin. Alors, vous allez me dire, comment miner du Bitcoin dans un parc naturel? Eh bien, figure-toi, Benjamin, que dans ce parc, il y a des ressources naturelles épuisables et des ressources naturelles inépuisables. Et notamment, en ressources naturelles inépuisables, il a 3, dont une 4e en construction, 3 centrales électriques qu'on appelle au fil de l'eau. Donc vous allez voir, si vous renseignez un peu, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de centrales. Il y a les centrales à barrage. Et là, les centrales au fil de l'eau, ce sont des centrales qu'on place le long des flux d'eau, donc énormes rivières ou fleuves, et c'est le début de l'eau en continu qui génère de l'électricité. Oui, donc pas besoin de construire des immenses barrages, Exact. de déplacer des villages, des populations, etc. Ouais. Exact. Donc on utilise la ressource naturelle qui est le fleuve, donc l'eau, la puissance de l'eau pour générer de l'électricité. Il faut savoir qu'en fait au Congo, on a en moyenne 30% des gens qui ont accès à l'électricité. Alors évidemment, c'est pas une répartition égale parce que à Kinshasa, évidemment, c'est 50% des gens. En revanche, dans les zones rurales, c'est 1%. Donc, ils ont fait une moyenne, c'est plus ou moins 30% des gens. Il faut savoir, Benjamin, que quand on construit une centrale, ça coûte très très cher. Donc, une centrale, on ne la construit pas en se disant on a 30% des gens qui utilisent de l'électricité, donc on fait une centrale pour 30%. Non, on fait des centrales qui ont une capacité de production de 100%. Il faut aussi savoir, et ça je pense que tu le sais, c'est que l'électricité, elle n'est pas transportable. Parce qu'évidemment, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, bon, Claudia, l'électricité est tellement chère en France, pourquoi est-ce qu'on n'importe pas l'électricité du Congo, puisqu'il y a des extra capacités? Oui, l'électricité se transporte par des fils, les fils électriques qu'on voit réseaux, tous, des réseaux, et on ne peut pas la mettre en revanche pour qu'elle traverse les océans ou pour qu'elle passe d'un pays à un autre. Ça peut coûte pas très très cher et donc voilà, on n'a plus le bénéfice de l'électricité, de l'extra capacité d'électricité. Donc qu'est-ce qui se passe? L'électricité n'étant pas transportable, elle est transportable localement mais pas plus loin, eh bien il y a donc, vous avez bien compris, 70% d'électricité qui sont produits par ces centrales et qui ne sont pas exploitées. Et donc le génie qui est Sébastien Gouspillou, il rencontre donc Emmanuel de Merode et il lui explique, il lui dit mais avec ces extra capacités, vous pouvez miner du Bitcoin. Ok, ça coûte cher, l'infrastructure de base, donc les fermes de minage coûtent cher, mais une fois que c'est implanté, c'est le coût principal, mais après, le seul coût, enfin un des gros coûts liés au minage, c'est évidemment l'électricité, et vous l'avez gratuitement. Non seulement elle est gratuite, mais en plus elle est verte. C'est de l'électricité qui est continue, mais qui ne brûle pas du charbon. Exact. Et c'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin est mauvais pour l'environnement, parce que beaucoup de mineurs de Bitcoin utilisent des centrales électriques qui brûlent du charbon et qui émettent des fumées. Ok, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci. Voilà. Qui n'est pas dans ce cas-ci. Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel de Merode valide l'idée et il achète une dizaine de containers qui font 12 mètres de long. Ils sont verts, ils sont magnifiques. Chaque container contient entre 250 et 500 ordinateurs. Et ces 500 ordinateurs, enfin, tous ces milliers d'ordinateurs, travaillent en continu pour trouver donc la réponse, l'énigme qu'on appelle donc le H. Et une fois qu'ils ont trouvé l'énigme, eh bien ils sont récompensés à Bitcoin. Et en fait, ce que dit Emmanuel, à partir du moment où l'électricité en fait est une ressource naturelle inépuisable et gratuite dans ce cas-ci, eh bien pour lui, même si le Bitcoin descendait, la valorisation du Bitcoin descendait à 1 euro, il gagnerait toujours de l'argent. Ah oui, puisque l'électricité est gratuite, les machines sont achetées une bonne fois pour toutes, donc elles sont amorties, on va dire, au bout de quelques temps. Exact. Elles sont déjà amorties. Elles sont même déjà amorties.
amorti, Voilà. et donc même quel que soit le prix du Bitcoin, c'est de l'argent gagné. Exact. Il faut savoir qu'en fait, en période, vraiment en période de grand succès du tourisme au parc Virunga, le chiffre d'affaires était de plus ou moins 150 000 $ par jour. Et aujourd'hui, en pleine crise, j'allais dire crise Covid, mais non, en pleine crise crypto, le minage rapporte plus ou moins 100 000 €. Donc de toute façon, c'est du bonus. Ah oui, donc le Bitcoin compense quasiment à Le l'identique les pertes subies par le tourisme. Exact, exact. Okay. Donc il faut savoir qu'en fait, donc il y a des gens qui travaillent dans le parc, il y a des gens qui travaillent à l'extérieur du parc. À quoi sert cet argent? Évidemment au financement, à l'entretien du parc, au salaire des gens qui travaillent dans le parc, à la mise en place d'une infrastructure plus conséquente pour distribuer l'électricité de façon locale mais beaucoup plus diffuse. Et surtout, alors moi je vous invite vraiment à regarder la série Netflix Virunga. Ah, il y a ça sur Netflix, oui, à Virunga. Et ça parle de l'histoire du parc, du braconnage, des luttes de pouvoir, etc. C'est très très bien fait. Et on voit à quel point cet Emmanuel de Merode est un type hyper altruiste et généreux de sa personne. En fait, il vient en aide aux gorilles qui sont braconnés de façon redoutable par les soldats rebelles. Et donc il vient en aide à ces gorilles et donc il les récupère. Il récupère souvent les bébés parce que ce sont les mamans qui sont braconnées, récupère les bébés, il les nourrit et il les accompagne pour les relâcher en nature une fois qu'ils sont en capacité de c'est ça dont tu m'as parlé, dans ces fameux gorilles. Donc il y a un parc naturel qui préserve les derniers gorilles. C'est une race de gorilles qui est en train de disparaître. Il n'y a plus que 800 grands gorilles dans le parc et Emmanuel de Merode se met un point d'honneur à justement utiliser une partie de cet argent pour sauvegarder donc cette race qui est en voie de disparition. Ah oui, parce qu'il faut évidemment des éleveurs, des gens qui ont l'habitude des gorilles, qui s'en occupent, qui les nourrissent, qui les sortent, etc. Voilà. Okay. Alors, ça a l'air bien beau, j'ai l'air de vous raconter une série Netflix, il faut bien se rendre compte que la réalité sur le terrain, elle est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ces gens travaillent de façon très isolée, sans protection, entourés de soldats rebelles, qui sont redoutables, avec des jeux de pouvoir énormes, puisqu'il y a des lobbies de l'électricité et du pétrole qui veulent entrer dans le parc alors que c'est un parc privé et préservé. Et donc Emmanuel est toujours en bataille pour préserver donc l'intégrité et la sécurité du parc, parce qu'aussi les connexions internet sont instables, le climat est terrible, donc les chaleurs dans ces containers c'est quasiment intenable, parce que d'abord les ordinateurs produisent beaucoup de chaleur et en plus chaleur ambiante, et donc ce sont des conditions de travail qui sont très difficiles, mais évidemment tous les gens qui travaillent pour Emmanuel sont très engagés parce qu'ils se rendent compte que c'est une solution qui est complètement improbable, dans un décor improbable, dans une situation improbable, mais qui est hyper efficace puisque le parc aujourd'hui peut être autoporteur et subvenir à ses besoins grâce au minage du Bitcoin. Ouais, donc c'est une histoire incroyable qui mélange plein de choses, de la politique, de l'économie, la sauvegarde du patrimoine, les gorilles, etc. C'est incroyable parce que, et tu vois, c'est ce que je remarque dans les crypto-monnaies. On rentre dans les crypto-monnaies pour, on va dire, l'aspect technologie, l'aspect du marché aussi. Et puis après, on s'aperçoit que finalement, il y a des implications industrielles, donc l'électricité, le minage, les ordinateurs qui tournent, des implications monétaires. Ça, Dieu sait si le Bitcoin est en train de redistribuer les cartes sur l'inflation, les monnaies numériques de banque centrale. Enfin, c'est énorme. Et maintenant, on voit que ça a un impact aussi directement sur la préservation du patrimoine, la préservation d'un parc, l'environnement, la protection des animaux. Et puis humain, il faut savoir que dans les centrales, et qui sont la propriété de l'État, qui ne sont pas la propriété du parc, et sur les fermes de minage au Congo, donc dans le parc de Virunga, ça génère 12 000 emplois. On sait qu'au Congo, un emploi sert à nourrir toute une famille, et Dieu sait que les familles sont plus nombreuses qu'à Paris. Et donc c'est aussi des enjeux humains en fait. Et donc ça fait tomber toutes les croyances limitantes et toutes les croyances par rapport au Bitcoin, qui dit qu'en fait le Bitcoin c'est juste pour les blanchisseurs d'argent, c'est bien plus que ça. Oui, et puis ça c'est une application donc très concrète, mais il y en a d'autres. Mais ça c'est vraiment très concret cette histoire-là sur le Bitcoin qui vient aider les centrales électriques à se développer finalement, à utiliser de l'énergie verte, donc là c'est zéro CO2, c'est bon pour la planète, et ça facilite l'accès à toutes les populations à l'électricité. Donc en fait ça amène des revenus complémentaires sur une électricité qui est jetée littéralement. Oui, excédentaire, c'est des surcapacités. En tout cas, je vais faire un appel à la communauté puisque je rêve de rencontrer cet Emmanuel de Merode. Emmanuel, si tu nous écoutes, appelle-nous. Voilà, je rêve d'aller au Congo, voir ces fermes de minage, voir ces gorilles, de faire une interview de lui. Je trouve que c'est un homme fantastique, je trouve que c'est un projet fantastique et je vous invite à nous retrouver sur nftbusiness.tech. À bientôt, bonne écoute. À bientôt.